Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Alors, je vois que nous sommes actuellement 27, on va attendre un petit peu avant de commencer. On va attendre que les dernières personnes arrivent. En attendant, j'espère que tout le monde va bien. Ok, alors ça commence à arriver, 33, 34. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous, on va pouvoir commencer. On est 40, ce qui est plutôt pas mal. J'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Laurie, je suis la présentatrice de ce live et aujourd'hui, je suis accompagnée de Wael Sagbini, Pauline Chidel, Léo Simon et Laure Serrano pour discuter avec vous du Data Driven Marketing. Pour commencer, je tiens également à vous présenter le reste de l'équipe que vous ne verrez pas à l'écran, mais qui sans eux, ce live ne serait pas possible. J'ai Mathieu et Oumaïma, nos techniciens, ainsi que Pierre-Yves, le Community Manager. Dans un vous présenter le sujet pendant une dizaine de minutes. Donc, et n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire, on y répondra dans la seconde partie du live. Avez-vous remarqué que nous vivons dans une ère où tout tourne autour du big data? Toutes nos actions sur Internet laissent des traces, autrement dit des données. Vous savez, les cookies que tout le monde accepte sans vraiment savoir à quoi ils correspondent. Une de ces conséquences de cette nouvelle ère nous amène à une nouvelle manière de concevoir le marketing, le data-driven marketing. Le data-driven marketing, c'est l'ensemble des techniques et applications du marketing digital qui sont basées sur l'utilisation des données des personnes. Sachez qu'il en existe 3 types de données. Les first party data, les données que l'entreprise collecte directement grâce à son activité, donc site internet, réseaux sociaux, etc. Les second party data, les données qu'elle collecte grâce à ses entreprises partenaires. Et enfin, les third party data, les données qu'elle collecte en les achetant à d'autres entreprises. Le but du data-driven marketing est d'augmenter l'impact de ces campagnes marketing et de les personnaliser grâce à l'analyse de ces données. C'est en gros de faire passer le bon message au bon moment aux bonnes personnes. Je laisse la parole à Pauline et Wael qui vont vous parler plus en détail du data-driven marketing. Pauline, peux-tu nous en dire plus sur les enjeux de ce dernier? Eh bien, merci Laurie et bonjour à tous. En effet, pour les entreprises, le data-driven marketing a beaucoup d'enjeux et d'opportunités, mais il présente aussi beaucoup de défis. D'après une étude de la BCG, donc la Boston Consulting Group, une étude faite pour Google, les marketeurs qui utilisent le plus une stratégie data-driven obtiennent jusqu'à 30% d'économie sur leurs coûts et jusqu'à 20% de croissance sur leurs revenus, mais aussi elles peuvent avoir un meilleur rapport coût-bénéfice ou un plus gros impact sur le chiffre d'affaires. Et toujours selon cette étude, il n'y a que 2% des annonceurs qui profiteraient pleinement de cette opportunité. Donc, on voit que le potentiel y reste immense. Le data-driven marketing contribue à améliorer la compétitivité d'une entreprise, notamment grâce à une meilleure connaissance de ses clients, des campagnes marketing plus efficaces parce qu'elles vont être mieux ciblées, donc avec des contenus plus adaptés. On va avoir une expérience personnalisée, donc les utilisateurs vont se sentir plus engagés et plus concernés. Ensuite, en différenciant les clients chauds des clients plus désengagés, on va avoir une meilleure fidélisation et on va pouvoir aussi anticiper les besoins des clients et proposer une offre adaptée grâce à la prédiction des tendances. Donc, on a plusieurs opérations et outils marketing qui utilisent la data, comme l'A/B testing, le retargeting, le marketing automation et l'analyse prédictive pour anticiper les besoins clients. Et par rapport à cette stratégie, les entreprises ont plusieurs défis et elles vont devoir se poser plusieurs questions. Déjà, d'où et comment collecter la data, où et comment les rassembler, les stocker, et tout ça en sécurité. Par qui les analyser, donc il va falloir constituer des équipes de combien de personnes, jusqu'à où utiliser l'automatisation des tâches plutôt que d'utiliser l'humain, pour pouvoir ensuite transformer la data en analyse pertinente et en décision marketing. Et c'est à partir de tout ça qu'une entreprise peut exploiter le potentiel de la data au cœur de son marketing. Maintenant, elle va vous présenter quelques entreprises qui utilisent le data-driven marketing et on va voir comment elles exploitent cette précieuse data. Bonjour à tous. Donc, comme on vient de le voir avec Pauline, les enjeux du data-driven marketing sont juste énormes. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit des startups ou des multinationales, qui utilisent justement ces stratégies, pardon, parce que ça leur permet en fait de réduire leurs coûts, de maximiser leurs profits, tout en nous proposant voilà, du contenu toujours plus personnalisé. Donc, je pense que vous connaissez tous Google, Amazon, Facebook, Waze, Netflix, Booking.
Donc, ce sont toutes des entreprises data-driven, mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les deux dernières. Donc, concernant Netflix, vous avez juste à faire un petit test avec vos amis, comparez votre compte avec celui de vos amis et vous verrez qu'aucun de ces comptes ne se ressemble. Pourquoi? Tout simplement parce que Netflix, c'est une entreprise data-driven qui va récolter des données, notamment les recherches qu'on va pouvoir faire sur la plateforme, le type de contenu qu'on regarde, le temps qu'on passe dessus, etc. Donc ça, c'est juste des petits exemples, mais il y a énormément de données qui sont récoltées tous les jours. Et après avoir récolté ces données, forcément, elle va les analyser et me proposer du contenu personnalisé. Donc, si je devais vous donner un petit exemple, imaginons que j'aime les films d'action. Netflix va voir que je passe du temps sur la plateforme à regarder ce type de contenu. Et à la place de me proposer des romances ou des films d'aventure, on va me proposer d'autres contenus similaires. Donc, l'avantage, il est double. Avantage pour moi parce que j'ai pas à passer 15 minutes à chercher une série qui pourrait me plaire ou un film. Et avantage pour Netflix parce que je passe plus de temps sur la plateforme et forcément, ils gagnent plus d'argent si je consomme du contenu. Deuxième petit exemple, c'est l'entreprise Booking. Donc, Booking qui suit le même modèle que Netflix pour sa stratégie de reciblage publicitaire. Et concrètement, si un de ses clients a récemment réservé un séjour dans une station balnéaire au bord de la mer, Booking va avoir ces informations-là, ils vont se baser sur ces données et ils vont me proposer automatiquement des offres pour des séjours similaires ou des activités liées comme, je sais pas, des leçons de surf ou des sessions de plongée. Donc l'idée, que ce soit pour Netflix ou Booking, c'est vraiment de transmettre le bon message au bon moment et aux bonnes personnes. Super, merci beaucoup Pauline et Wael, c'était super intéressant. Maintenant, je vous laisse entre les mains de Laure et Léo qui vont vous parler de l'importance de la data privacy. Merci Laurie et bonjour à tous. Donc on va maintenant parler un petit peu de la data privacy. Donc en fait aujourd'hui avec la transformation digitale, on a une récolte des données qui est massive. Et cette récolte massive des données, elle engendre un réel besoin de confidentialité et de protection des données. Donc la data privacy, c'est important pour, on va dire, sous deux aspects. Il y a un premier aspect qui est vraiment législatif, puisque aujourd'hui, la protection des données personnelles en France, elle est encadrée par la loi informatique et liberté de janvier 1978. Cette loi, elle a été complétée il n'y a pas si longtemps par ce qu'on appelle le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est applicable depuis 2018 et pour tout organisme, donc c'est-à-dire public ou privé, se situant sur le territoire de l'Union européenne. Donc, il est vraiment essentiel que toute entreprise, toute administration, elle prenne connaissance du RGPD et qu'elle l'applique. C'est-à-dire que, par exemple, avant toute collecte de données, l'entreprise doit savoir qu'elle doit demander le consentement de l'internaute. Une fois que cet internaute il a donné son consentement, il dispose de ce qu'on appelle un droit de portabilité, c'est-à-dire qu'il peut demander récupération de ses données personnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, d'organismes qui embauchent ce qu'on appelle des Data Protection Officers, donc des DPO, pour justement s'assurer de la conformité de l'organisme au RGPD. Donc, il y a un aspect effectivement législatif, mais il y a un aspect, on va dire, plutôt confiance, image, puisque une fuite de données, ça peut vite arriver. Donc, une fuite de données, on appelle aussi ça data links, et ça plutôt une mauvaise répercussion au niveau de l'image pour l'entreprise ou pour une administration, puisqu'elle engendre vraiment une perte conséquente de confiance, en fait, de la part des internautes du fait de la non-sécurisation de leurs données. Et donc, cette perte de confiance, elle peut se traduire par une baisse du chiffre d'affaires, par une baisse des clients, etc. Donc aujourd'hui, il est vraiment important que pour tout organisme d'avoir un capital humain, un budget et des mesures pour la sécurisation de leurs données personnelles. Et c'est d'autant plus important quand on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près une fuite de données sur deux qui est liée à une cyberattaque. Maintenant, je vais laisser la place à Léo qui justement, Léo va donner quelques exemples de fuites de données. Merci Laure et bonjour à tous. Donc je vais vous donner trois types de fuites de données qui ont été assez
connus, commentés et qui ont beaucoup touché les entreprises. Déjà, pour commencer, les fuites de données, c'est des signes noirs. Donc, ça a lieu en fait dans des entreprises par manque de sollicitude autour de la problématique de sécurisation des données. Mais elles peuvent donc entraîner d'énormes pertes pour les entreprises, que ce soit d'un point de vue financier ou concernant la confiance des utilisateurs. Le premier cas, c'est celui d'Yahoo en 2014, qui a enchaîné 2 fuites, une de 500 millions et une seconde de 1 milliard de comptes, qui ont entraîné en fait des amendes records dans de nombreux pays, un bad buzz qui était conséquent pour l'entreprise et ce qui a en fait poussé l'entreprise à être achetée par AOL en 2017 pour retravailler leur image. Ensuite, une seconde fuite qui a encore plus fait parler que ce soit les médias et les sites de news, c'est la fuite du cloud d'Apple, donc l'iCloud, qui a eu lieu il y a quelques années. Et en fait, c'est une fuite qui est assez différente parce qu'elle a touché surtout des célébrités. Pour expliquer un petit peu, elle provient d'une fuite qui concerne en fait une technique qui s'appelle le brute force et qu'il s'agit en fait de tester plein de mots de passe différents en essayant de se connecter. Donc, elle a touché des célébrités. Elle a beaucoup touché l'image d'Apple qui était et qui se vendait beaucoup comme une compagnie qui faisait très attention aux données. Et là, le fait qu'il y ait des célébrités qui soient exposées au monde entier, ça a beaucoup touché l'entreprise. Et bien qu'elle ait su réagir de manière optimale, c'est un cas d'école pour les crises de données parce que ça se distingue pas mal de ce qui s'est passé pour Yahoo puisque c'est une attaque ciblée. Et pour revenir un peu dans l'actualité, on peut également parler d'une crise récente qui est celle de WhatsApp. Je pense que vous en avez entendu parler, mais récemment, elle a annoncé en fait qu'elle allait partager avec Facebook, donc son entreprise mère, les données de ses utilisateurs, ce qui a entraîné en fait une vague de contestation par rapport à ce fait-là, et on voit vraiment que les utilisateurs commencent à être soucieux de leurs données personnelles. Et donc WhatsApp, suite à cette crise, a décidé de décaler la mise en application de ces différentes règles. Voilà. Super, merci beaucoup Léo et Laure, c'était vraiment très intéressant. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, on a déjà reçu pas mal de questions, j'espère qu'on va pouvoir répondre à tous. S'il nous reste du temps, on va aussi aux questions qui vont arriver juste après. Donc, première question, il me semble que c'était de Medina. Est-ce accessible aux TPE et PME? Alors, je vais répondre. Alors, le data-driven marketing, il est accessible pour tous. Forcément, en fonction des structures, on va pas avoir les mêmes ressources et outils, mais en fonction de ce que peut faire chacun, c'est toujours bienvenu d'utiliser la donnée, que ce soit pour une petite entreprise pour se lancer, pour analyser le marché, et après pour constituer son portefeuille client, pour attirer des prospects, c'est bienvenu d'utiliser les données qu'on peut récolter et qui vont nous appartenir, donc par des jeux concours, des formulaires, etc. Mais on peut aussi utiliser de la donnée tierce, que ce soit en achetant de la donnée ou en la récupérant d'une autre manière. Donc oui, c'est accessible pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup Pauline pour ta réponse. Deuxième question, avez-vous peur du data-driven marketing? Ok, je vais répondre du coup à cette question donc de Medina, ce qui est une très bonne question et qui, je pense, dépend un petit peu de la personnalité de chacun. Pour mettre un petit peu les faits dans le contexte, le data-driven marketing a surtout pour but de proposer du contenu pertinent à l'utilisateur. C'est-à-dire que si Netflix, par exemple, va utiliser tout ça, c'est pour essayer de donner au maximum des algorithmes qui vont être pertinents pour les différents films ou séries. Et donc, je pense que ce qui doit vraiment alerter l'utilisateur, c'est comment est-ce qu'ils stockent leurs données. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait eu de fuite au niveau de Netflix, mais c'est quelque chose qui peut être à regarder au niveau de cette sollicitude-là. Voilà. Super, beaucoup Léo. Troisième question, pensez-vous que la data peut servir à des entreprises qui ne vendent pas de services? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que je vais la prendre parce qu'elle me parle personnellement.
J'avais lu un article il y a très longtemps sur la data et du futur de le secteur de la santé, par exemple. Et pour vous dire, ils pensent que vraiment ça va être un impact impressionnant plus tard quand on y arrivera. C'est que ce qu'ils pensaient, c'est que vraiment c'était de récolter des données, mais par exemple des données sur votre corps, donc le taux d'hémoglobine, le taux de cholestérol, tout ça en temps réel. En temps réel, vous aurez une application sur votre téléphone et ça permettrait, en fonction des variations de tous ces taux combinés, de prévenir peut-être certaines maladies. Vraiment, tout ça, c'est vraiment de l'analyse et aussi de l'intelligence artificielle combinée. Donc vraiment de récolter ces données-là pour prévenir certaines maladies, c'est incroyable quand on y pense, mais c'est vraiment le futur de la donnée dans le secteur de la santé. Donc vraiment, c'est pas que pour des entreprises qui vendent des biens ou des services, ça peut aussi être dans notre quotidien plus tard. Donc voilà. Maintenant, d'autres questions. Comment récupérer ces données personnelles? Ah non, pouvez-vous donner un exemple français? Par exemple, j'ai sauté une question. Pouvez-vous donner un exemple français d'entreprise data-driven, s'il vous plaît, de Meryl? Je vais répondre à cette question parce que c'est vrai qu'on a parlé dans cette présentation des grands groupes américains. J'ai cité notamment les GAFAM, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont une stratégie data-driven. Je pense notamment à SFR, Orange, le groupe Accor aussi. Pour vous donner un petit exemple, il me semble que depuis 2019, le groupe Accor, du coup, développe un modèle prédictif qui est basé en fait sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ça va leur permettre de prévoir le taux d'occupation d'occupation des chambres d'hôtel qu'ils ont sur 150 jours. Donc, en fait, ça leur permet d'anticiper toutes les périodes creuses et pleines de façon optimale. Et après ça, ça leur permet d'adapter leur prix, de maximiser leur profit, etc. En mettant des stratégies marketing en place. Très bien, merci Wael. Une autre question. Comment récupérer ces données personnelles? Donc je vais prendre celle-là. Comment récupérer ces données personnelles? Normalement, depuis, il me semble, 2018 ou 2019, avec le RGPD, la loi, en fait, donc le règlement général pour la protection des données, qui est une loi européenne, impose en fait aux entreprises d'avoir du coup quelqu'un qui est en charge des données, donc un DPO. Et normalement, pour la légalité sur le territoire européen, vous pouvez contacter la personne qui est en charge des données personnelles et elle est dans l'obligation de pouvoir vous rendre vos données personnelles sur différents formats en fonction des cas. Très bien, merci Léo. D'un point de vue macro, y a-t-il un enjeu économique lié au big data? Alors, bien sûr, je vais y répondre. Alors, bien sûr, effectivement, il y a un enjeu qui est économique, puisque aujourd'hui, le big data, ça permet vraiment de personnaliser en fait l'expérience client. Donc, c'est d'autant plus important en sachant que l'expérience client, elle a une certaine place aujourd'hui au sein de la transformation digitale. Mais je pense que c'est pas juste en fait un enjeu économique. Je pense que c'est beaucoup plus global que ça, puisque ça peut être aussi un enjeu géopolitique quelque part. Je sais pas, je pense que ça vous dit quelque chose, mais il y a quelques mois, il y a eu, on va dire, une grosse polémique sur l'affaire TikTok, sur Donald Trump, etc. Puisque Donald Trump voulait interdire TikTok parce qu'il pensait qu'il y avait un problème au niveau de l'espionnage, que TikTok, de ce fait, espionnait en quelque sorte certaines entreprises américaines, alors que dans les faits, TikTok traitait ces données de la même manière que Instagram ou bien Facebook. Donc, le big data, il a vraiment un enjeu économique, mais même plus grand, je dirais, même géopolitique. Donc, c'est assez intéressant. Super, merci beaucoup Laure. Malheureusement, on doit finir ce live assez rapidement. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va devoir conclure. Par contre, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse vraiment, à nous poser vos questions en privé, en DM. On y répondra, on se fera un plaisir de répondre à ces questions-là. N'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée.
et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.